En fait, je prends toujours le taureau par les cornes parce que je me dis, je suis la propriétaire de cette vie. Elle est en même temps coach TEDx en prise de parole, coach en marketing et personal branding, coach en analyse comportementale. Elle est conférencière. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir et le privilège de recevoir aujourd'hui Adjaratou Lawani. Nous allons parler ensemble de son parcours, nous allons parler ensemble d'entrepreneuriat, nous allons parler ensemble de leadership, de women empowerment. Ce sera intéressant, ce sera du Wonder Show. On se donne rendez-vous juste après le générique. À tout de suite. Bonjour Adjaratou, comment tu vas? Je vais très bien. Hello Kevin, merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas? Bien sûr, alors ça va être une présentation assez succincte. Donc, je suis Adjaratou Lawani, je suis d'origine béninoise. Ça fait bientôt 5 ans que je me suis reconvertie dans le coaching. Avant ça, j'ai eu une carrière dans l'hôtellerie, dans l'industrie hôtelière. Et aujourd'hui, en plus d'être coach en développement personnel, je suis aussi LinkedIn Marketing et Personal Branding Coach sur LinkedIn, tout simplement parce que c'est ce réseau social professionnel qui m'a aidé à réussir ma reconversion, entre autres choses. Merci beaucoup. Alors, ta présentation me permet justement de te poser ma première question. Comment est-ce qu'on fait pour quitter de réceptionniste à ces différentes casquettes que tu as? Tu l'as bien dit, tu es coach en, en développement personnel de manière générale, Oui, tu es oui. coach sur LinkedIn, etc. Comment est-ce qu'on fait justement Oui. pour refaire ce switch? Je pense que la première chose à savoir, c'est qu'il faut être à l'écoute de soi-même. Il faut vraiment être à l'écoute de la petite voix à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Parce que souvent, on est capable de faire énormément de choses, mais on se laisse formater par le regard que la société nous renvoie de nous. Il est vrai que moi, j'ai ma formation initiale, je suis ingénieure en management hôtelier et touristique. J'ai travaillé plusieurs années en France, en Afrique, aux États-Unis. Mais à un moment donné, il y a vraiment une petite voix au fond de moi qui a commencé à me parler petit à petit. Et après, c'est devenu un cri carrément. Je ressentais un sentiment d'urgence et je me disais, mais qu'est-ce que ça veut me dire et tout. J'avais vraiment cette impression que j'avais beaucoup plus à donner. Et en fait, visuellement, c'est comme si j'étais dans une voiture genre sportive Ferrari, mais que je roulais à 40 km/h. Donc, je me disais, en fait, tu es en sous, comment on appelle ça? Tu es En en sous-régime? sous-énergie, en sous-régime, thank you. Tu peux faire beaucoup plus que ça. Et je me suis dit, OK, j'avais vraiment cette voix qui me poussait à aller vers le coaching. Et comme à cette période-là, j'étais aux États-Unis, j'ai profité de l'environnement immédiat, puisque c'est le pays du mindset, du coaching et tout ça, pour me former, etc., faire mes certifications pour devenir coach en développement personnel, donc certifié en analyse comportementale et en intelligence émotionnelle et motivational speaker aussi à côté, donc j'ai fait toutes ces certifications-là. Donc voilà comment on arrive en fait au fur et à mesure à aller taper dans nos différentes zones de génie. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Je pense que moi, je suis de la génération des personnes nées dans les années 80. On a plus l'habitude, hein, encore un peu comme nos parents, de faire un métier toute notre vie durant. Moi, je sais que j'ai des cousins, des amis qui me disaient qu'ils avaient envie de faire autre chose, mais qui sont tellement formatés dans l'idée que quand tu as un travail, tu es bien payé, tu n'as pas de soucis particuliers, tu n'as pas besoin de le laisser pour aller faire autre chose, tu vois. Mais je pense aussi que c'est dans notre génération qu'ils commencent un peu aussi à avoir une espèce de connaissance de soi profonde qui fait que, au-delà du fait d'avoir une situation sociale équilibrée, on a vraiment envie de ressentir cet épanouissement intégral où on se dit, je suis à la bonne place, je fais ce qui me rend heureuse, je fais ce qui me permet d'être beaucoup plus utile à ma communauté, à mon environnement. Et ça nous donne assez de motivation et d'audace pour aller
utiliser plus de nos talents parce qu'on a la capacité de faire beaucoup de choses en réalité. Alors, dans ce que tu viens de dire, il y a une portion qui a attiré mon attention. Tu as dit, je fais ce qui me permet de savoir que je suis à la bonne place. Je te propose qu'on parle un peu de ton Mm. parcours. Tu as été, et tu l'as dit, tu as été réceptionniste en France, il me semble. Euh, Comment est-ce que tu Oui, te retrouves déjà dans ce domaine en fait de l'hôtellerie? Est-ce que c'est un choix personnel? Est-ce oui. que c'est un choix de la famille? Comment tu te retrouves dans ce Mm. domaine déjà? Oui, c'est une très belle question. Comme je le disais tout à l'heure, en réalité, ma formation initiale, donc j'ai eu mon baccalauréat au Bénin en session économie, et donc je suis allée tout de suite en France pour faire mes études universitaires. Donc Mhm. j'ai fait une licence en sciences éco et gestion. J'ai eu ma licence en management d'entreprise et je suis allée dans une école pour faire une spécialisation professionnelle. C'est un diplôme européen de gestion hôtelière et touristique. Et donc, c'est vraiment ma formation. C'est ce que j'ai appris. Euh, je peux dire que cette formation-là, je l'ai choisie. Mon père a un peu d'été sur moi parce que il était passionné par l'hôtellerie. Ah, ok. Et donc, je me suis dit, c'est un autodidacte. Et donc, je me suis dit, bon, au lieu de le faire en autodidacte, moi, je vais l'apprendre d'une manière professionnelle. Comme ça, au besoin, je pourrais l'aider. C'est vrai qu'à l'origine, j'avais toujours dit que j'allais travailler dans le domaine médical, mais malheureusement, comme j'ai pas eu le bac scientifique, je pouvais pas faire médecine. Après, je me suis dit, je vais me rabattre vers la pharmacie, mais bon, ça aussi, j'ai pas pu y aller. Donc, j'ai dit, je vais faire économie, mais pour gérer des hôtels, apprendre comment on gère de manière professionnelle les hôtels. Donc, c'est ça ma formation. Je suis sortie du domaine du secteur éducatif avec ce diplôme-là, donc un bac plus 5 en management hôtelier touristique. C'est ça qui m'a permis, après un stage, d'intégrer le groupe Accor en France, commencer à travailler dans la chaîne Suite Novotel à l'époque, qui est devenue Novotel Suite actuellement. Et j'ai fait toute ma carrière là-bas, 5-6 ans environ. Donc, j'ai gravi tous les échelons. Je suis rentrée en stagiaire. Après stagiaire, je suis rentrée en réceptionniste. Après réceptionniste, je suis passée en chef de brigade. Et donc, je suis sortie là-bas en tant que chef de brigade parce que à un moment donné, encore déjà à ce moment-là, je sentais que j'étais capable de faire beaucoup plus, mais malheureusement, à cause de certaines pesanteurs sociales et peut-être culturelles en France, j'arrivais pas à dépasser un certain plafond. Je me suis dit, bon, il faut que je sorte de cette fenêtre-là pour me réaliser. Et c'est ça qui a fait que j'ai laissé, je suis partie en disponibilité et je suis rentrée en Afrique. Et c'est à ce moment-là, justement, que j'ai dirigé des hôtels en tant que manager. J'avais des équipes de près de 40-45 personnes et j'ai dirigé toutes ces personnes-là. Et quand j'ai fini, j'étais là-bas quand finalement j'ai eu l'occasion d'aller aussi aux États-Unis après. Donc, c'est un peu ça. Pourquoi après le Bénin, est-ce que tu as décidé de partir aux États-Unis? C'est quoi? C'est une circonstance professionnelle? C'est un choix personnel? Non, oui, c'est personnel, c'est la famille. C'était la famille, c'était un regroupement familial. Voilà. Pour dire la vérité, j'ai rejoint en réalité mon conjoint Ok. qui était là-bas et donc je l'ai rejoint. C'est comme ça, fortuitement. En réalité, j'avais jamais rêvé d'aller aux États-Unis parce que après avoir passé plus d'une dizaine d'années, j'ai fait plus d'une dizaine d'années en France. Ok. Donc, on va dire dans le monde occidental. Et donc, je me disais, c'est bon. J'ai ma tasse d'eau là, c'est bon. Elle est assez remplie. J'étais déjà vraiment dans cette idée. Moi, je suis toujours partie en Europe en disant je vais rentrer en Afrique avec les connaissances acquises Yes. pour développer mon continent. J'ai toujours eu cette idée très précise dans ma tête que je n'allais pas en Europe pour faire ma vie là-bas. C'était pour aller acquérir plus de connaissances parce qu'ils étaient un peu plus en avance que nous pour, avec ces connaissances-là, venir aider mon continent aussi à retrouver sa brillance d'antan. Ça a toujours été quelque chose de très marqué chez moi. Ce qui fait que quand je suis rentrée de la France, moi, c'était sûr que, voilà, j'étais rentrée en Afrique, je voulais plus aller ailleurs. Mais, comme on dit, les choses de la vie faisant, et ayant rencontré mon époux qui, lui, vivait là-bas, donc je me suis retrouvée dans cette position d'aller aux États-Unis.
Et je le remercierai toujours parce que c'est par cette opportunité d'aller aux États-Unis que ma reconversion, en fait, a pris forme en réalité. Parce que être en contact avec ce monde américain qui a un état d'esprit incroyable, impactant, transformateur, je me suis dit, en fait, c'est quelque chose qui me ressemble. J'ai cette énergie-là. Comment est-ce que je peux l'utiliser d'une manière beaucoup plus performante pour aller dans quelque chose de nouveau. Et c'est là que j'ai vu qu'en réalité, être motivateur, être coach, ça se faisait de manière professionnelle parce que j'avais déjà certaines qualités personnelles qui faisaient que naturellement, dans mon cercle familial, professionnel, amical, j'avais déjà ce rôle de médiateur, si tu veux. Okay. Donc, je me suis dit, tiens, c'est une disposition naturelle que je peux travailler, que je peux améliorer pour la proposer à plus de personnes. Et c'est pour ça que mon arrivée aux États-Unis, même si ça m'a permis aussi de travailler dans l'industrie hôtelière là-bas pour le groupe Hyatt, qui est aussi une grande chaîne d'hôtels aux États-Unis, l'idée a fait son petit bout de chemin et m'a vraiment aidé à faire ma reconversion dans de bonnes conditions parce que les ressources étaient disponibles. Je pense sincèrement que si je n'étais pas allée aux États-Unis, c'est pas sûr que j'aurais fait la reconversion dans le coaching. Super, super. Peut-être qu'après avoir écouté cette interview, certaines personnes vont faire aussi le choix de partir aux États-Unis. Qui sait? Qui sait? Dans ton parcours, on peut voir plusieurs bascules, plusieurs reconversions. Est-ce que, à certains moments, tu as eu des doutes, des peurs, des craintes de faire le pas, de faire le saut? Alors, cette question-là, je me la pose souvent et la réponse que j'ai trouvée, c'est que en réalité, mon parcours personnel fait que je suis plutôt quelqu'un qui aime prendre des risques. Ah, ok. Je suis plutôt quelqu'un qui aime prendre des risques. Tout simplement pourquoi? Je raconte, j'ouvre une petite parenthèse. Quand j'étais en 5e, donc la 2e année de collège, je suis tombée gravement malade. Je suis tombée gravement malade à tel point que j'ai été hospitalisée pendant près de 6 semaines. Et sur ces 6 semaines-là, plus de la moitié du temps, on ne savait pas ce que j'avais. J'étais presque mourante, si on veut. C'est un peu comment ça se passe en Afrique. Aujourd'hui, on disait j'ai tant, on faisait une ordonnance, mon papa revenait avec les médicaments, on me faisait tout, mais je dépérissais à vue d'œil. J'étais devenue, j'ai revu des photos de l'époque, un squelette vivant, et on savait pas ce que j'avais. Et puis un jour comme ça, il y a ma tante, la sœur à ma mère, qui a rencontré un spécialiste qui travaillait à l'hôpital central à Cotonou, donc au Bénin, et qui lui a dit, ah, j'ai ma nièce, elle est en clinique, on ne sait pas ce qu'elle a, si vous pouvez passer voir. Et il était venu, il est passé, et c'est lui qui a détecté qu'en réalité, je faisais une insuffisance rénale. Ah. Oui, je faisais une insuffisance rénale. Et bon, lui, selon son analyse, il disait que comme pendant longtemps, ils ont voulu traiter du palu, de la typhoïde, etc. Ils tournaient, en fait, ils trouvaient pas ce que j'avais. Eh bien, mes reins ont pris un coup. Tu vois, et à ce moment-là, eh ben, c'était mon sauveur, quoi. C'est lui qui a mis en place un protocole. Il a dit, OK, faites ci, faites ci, faites ci, faites ci, faites ça. Et 2 semaines après, j'ai recommencé à prendre des couleurs et j'ai recommencé à manger parce que je ne m'alimentais plus et tout ça. Et donc, cette période très spécifique de ma vie, en fait, j'étais jeune, hein, donc en 5e, pas très âgée, 12, 13 ans. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours suivi parce que je me suis toujours demandé, en fait, j'aurais pu y rester. Donc, si je ne suis pas restée, c'est que j'ai un grand avenir qui m'attend, en fait. C'est que j'ai une vie impactante à avoir. Tu vois un peu le raisonnement. Et je me disais, j'ai pas le droit, en fait, de cette chance qui m'a été donnée de la gaspiller. Parce que je connais le prix. Si tu veux, je dis ça, j'ai la chair de poule. Je connais un peu le prix, et ce qui fait que ça m'a, ceux qui m'ont connu avant, et même quelques années très proches après, vont dire, ah, Jaratou, c'est quelqu'un de timide, qui parle pas beaucoup, qui est un peu, voilà, dans son monde et tout ça. Donc aujourd'hui, quand ils voient que je suis coach et que je suis plutôt volubile, je suis plutôt extravertie, ils se disent, est-ce que c'est la même Adja d'avant? Parce qu'ils comprennent pas, ils disent, il y a un truc qui a
qui s'est passé, mais c'est juste à cause de cet épisode-là. Et quand, en grandissant, en fait, je me disais, bah, toi, t'as pas intérêt à t'amuser parce que tu aurais pu ne pas être là. Donc, qu'est-ce que tu fais de cette vie qu'on t'a donnée, qu'on t'a confiée? Comment est-ce que tu la rends, en fait, utile? Comment tu te dis, les personnes qui ont pris la décision, là, merci, hein, vous voyez comment j'en vaux la peine, tu vois? Quelque part dans mon subconscient, c'est vraiment ça. Et donc, on revient à pourquoi j'ai cette facilité à switcher les choses. Quand je vais dans une nouvelle aventure, je me donne toujours à 100%. Et si au bout des 100%, je n'ai pas de résultat, je n'ai vraiment pas de difficulté à changer pour aller faire autre chose. Et je suis quelqu'un qui fait super attention à son intuition. Je suis une personne très intuitive. Quand je ressens quelque chose, on m'a toujours dit ça, même mes amis disent, ah, toi, souvent, tu fais des choix bizarres, des trucs, tu vas dans des situations, on se demande qui t'a envoyé, mais j'ai pas besoin de l'approbation des gens en réalité. Yes. Si cette petite voix, encore une fois, me dit, Adjaratou, tiens, il y a un truc que tu dois aller creuser, même si je n'ai aucune idée du chemin à emprunter, je me dis, ça en vaut la peine, vas-y. De toute façon, je sais lire, je sais écrire, nos parents nous ont très bien éduqués de telle sorte que quel que soit l'environnement où on se retrouve, on pourra toujours s'en sortir. Donc, c'est le plus important. C'est le plus important. Tout le reste, je peux apprendre de nouvelles choses. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je le disais même la dernière fois à un cousin, si je veux, je peux changer encore. Hein. Si je découvre un talent qui en vaille la peine, bah, je peux me retrouver à faire, je sais pas moi, restauratrice quelque part ou bien jongleur ou whatever. La vie, c'est un éternel recommencement et je suis vraiment très heureuse d'être comme ça parce que ça permet de vivre plusieurs vies en une seule. En fait. Vivre plusieurs vies en une seule et donner aussi du sens à sa vie. Je pense que c'est ce que tu as décidé de faire. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardes ton parcours, tu es quand même fier de ce que tu as eu à traverser, ce par quoi tu as eu à passer, les choix que tu as eu à faire, les échecs aussi par lesquels tu as eu à passer? Oui, alors là, pour les échecs, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Déjà, sur mon parcours académique, au CM2, CM1, CM2, au Bénin, on a eu les années où les professeurs, les maîtres n'étaient pas payés. Donc, il n'y avait pas d'école. Et quand l'école a repris, j'ai repris ma 5e année. Décidément, le chiffre 5, on dirait qu'il me suit. J'ai repris ma 5e année. Donc, j'étais en retard sur certaines promotions. J'ai fini le primaire assez très bonne élève. Je suis arrivée au collège. Bon, après certaines situations, j'ai quitté le programme français pour aller dans le programme béninois, une autre rupture qui a fait que j'étais pas assez bonne dans le programme béninois pendant quelques années, alors que j'étais première toute l'année de ma 6e. J'ai traîné ce boulot, si tu veux, ou cette lourde charge derrière moi. En 3e, j'ai fait la 3e 2 fois. N'est-ce pas? Échec. Mais pour autant, je me suis pas dit que j'étais bête, en fait. Je me suis dit, non, c'est les circonstances de la vie. T'échoues, mais t'es pas bête. Franchement, j'ai toujours eu cette très nette opinion de moi-même que je suis une fille intelligente. En tout cas, pas bête, pas idiote. Donc, même dans l'école, je me disais, t'as échoué, mais c'est pas pour ça que t'es bête. Et je pense que c'est un gros avantage que j'ai eu parce que ça n'allait pas s'arrêter là. Le temps d'arriver en terminale, mon père a dit, tu vas faire médecine, tu vas faire la D. J'arrive jusqu'en première, tout va à peu près bien. J'arrive au bac, grosse gifle. J'ai 1 en maths, je sais pas moi, peut-être 4 en physique, 8 en biologie, pas assez, c'est les coefficients les plus forts. Je rate le baccalauréat, une fois de plus, échec. Et donc, je prends mon courage à 2 mains et je dis à mon père, les matières scientifiques, c'est pas ma tasse de thé. J'ai toujours eu de très bonnes notes dans les matières littéraires. Je sais que je suis capable. Donc, si tu permets, tu me paies la scolarité, mais je vais en terminale AB. C'est comme ça que je me retrouve en sciences éco. Bon. Et Dieu faisant, et comme j'ai confiance en moi déjà à cette époque-là, j'arrivais déjà en terminale à 20 ans, 21 ans, où j'avais des collègues qui avaient 16 ans. Donc, les échecs, j'en avais déjà dans mes bottes. J'arrive en terminale AB, bah, je suis première toute l'année. Donc, et je suis première en maths. J'ai eu 17 en mathématiques, au baccalauréat. Le message, c'est que vraiment,
Si on n'a pas assez confiance en nous, eh bien, on se laisse balloter par les vagues de la vie. Ce n'est pas parce que tu tombes quelque part que tu n'es pas un bon coureur. Yeah. Ça, c'est super important. Donc, toute ma vie durant, même quand j'arrive en France et que j'arrive en France dans une filière mathématique, ça s'appelait MIAS, mathématiques, informatique appliquée aux sciences sociales, un truc comme ça. Je fais 6 mois là-bas, c'est pas ma tasse de thé. Je vais maintenant en administration économique et sociale, ce qui fait que je rate mon année, je reprends mon année. Mon père, il est pas content, bien entendu, il me coupe les vivres. Je me débrouille toute seule pour avoir cette année-là. Et dès que je passe en seconde année, il recommence à me prendre en charge. Ainsi de suite. Le temps que j'arrive à ma licence, et à ma licence, mon père, il décède. Très difficile avec les successions, tout ça, de pouvoir continuer, tout ça. Mais je m'accroche, mais à un moment donné, j'ai plus assez de ressources. Et c'est soit je rentre au Bénin dans cette situation, je voulais absolument aller jusqu'au master. Je découvre une association en France qui s'appelle la Fondation de la Seconde Chance. On me dit que tout le monde peut postuler, français ou étranger. Je postule. Dieu aidant, je suis reçue. J'ai une bourse qui me permet de faire mon master. Et donc, des échecs, des épreuves, j'en ai eu. J'aurais pu ne pas arriver au stade où je suis arrivée. Après, je suis toujours en France. Donc, quand je fais ma carrière chez Accor et que l'avenir me semble incertain, je dis, je rentre chez moi. Je prends une disponibilité, je rentre. Je n'attends pas qu'un miracle arrive dans ma vie. En fait, je prends toujours le taureau par les cornes parce que je me dis, je suis la propriétaire de cette vie. Pas la propriétaire, mais j'ai l'usufruit de cette vie. Il faut que j'en fasse quelque chose de consistant. Je quitte la France et je rentre au Bénin. Je rencontre mon mari qui vient, qui me dit, OK, tu viens aux États-Unis. J'étais déjà en train de construire un tissu assez solide au Bénin. Mais je laisse tout ça derrière moi. Je me dis, OK, l'aventure, va aux États-Unis. Des amis, des parents m'ont dit, mais Adjaratou, tu vas laisser tout ce que tu as construit depuis 2-3 ans. Tu vas aller aux États-Unis. L'anglais va te chicoter, des histoires, des trucs. Tu sais même pas comment tu vas faire. Je dis, OK, no worries, j'y vais. J'arrive là-bas, je m'intègre. Je finis par réussir à me faire embaucher dans un hôtel aussi. Je suis trop contente. J'apprends énormément de choses. Je découvre la motivation, le développement personnel d'une manière professionnelle. J'y vais. À un moment donné, les choses ne vont plus très bien aux États-Unis. Je me dis, écoute, ma vie m'appartient. Je quitte les États-Unis. Je reviens au Bénin. Donc, quand on me pose la question, est-ce que tu n'as pas de regrets? Est-ce que tu n'as pas douté à certains moments? Est-ce que si tout devait être à refaire, tu referais la même chose? Je dis oui, absolument. Je referais exactement la même chose parce que c'est ce parcours avec ses hauts et ses bas qui ont fait la personne que je suis aujourd'hui. Yeah. Si je n'étais pas passée par ce par quoi je suis passée, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Yes. Mesdames et messieurs, on peut comprendre des propos de notre invité qu'un échec dans la vie n'est pas l'échec de la vie. C'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à cette première partie d'interview. On se retrouve une prochaine. À très bientôt.